Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit performante. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On va revenir sur un petit point de pénurie des carburants. Depuis plusieurs jours, la région parisienne reste la zone la plus touchée après 30% des stations-service qui déclarent au moins une rupture. Dans le Val-de-Marne, ce chiffre se rapproche de 44%. Même chose dans la capitale où à peu près près de 38% des pompistes se disent en difficulté. Et la Loire-Atlantique est le territoire le plus affecté au début de la crise. Compte à l'heure actuelle 14,5% de ces stations en difficulté. Dans les Bouches-du-Rhône, il reste 6,7% de pompes en rupture. Le sud-ouest comme le quart nord-est apparaissent relativement épargnés. Et au sommaire de cette émission, Maxus débarque en France. Carest France, importateur en France d'Airways et distributeur de MG Moteur, ajoute une corde à son arc en ouvrant la porte du marché français à partir de 2023 de la gamme utilitaire légère et électrique de Maxus, une marque chinoise, une ambition et en tout cas une aubaine à l'heure où les artisans font face à de nouvelles réglementations des ZFE, les zones à faible émission dans les grandes agglomérations françaises. La stratégie, le déploiement et la gamme à découvrir dans un instant avec Philippe Huilliard, qui est directeur de Maxus Moteur France. Mobilian s'ouvre aux nouvelles formes de mobilité décarbonée. L'organisation professionnelle fait évoluer sa structure en créant un 20e branche métier. Pour réduire l'empreinte carbone du secteur automobile, certains constructeurs ont choisi d'investir dans le rétrofit, c'est-à-dire de convertir des modèles thermiques en modèles électriques moins polluants. On fera le point avec Damien Pichereau, directeur de la communication et des affaires publiques de Rêve Mobilities. Et puis la ligne Lyon-Turin, des parlementaires s'engagent. Le projet de la ligne Lyon-Turin est au ralenti. 60 parlementaires ont donc lancé un appel mercredi au président de la République pour accélérer la construction des voies d'accès au tunnel ferroviaire reliant les deux villes, craignant de voir le projet repoussé jusqu'en 2045, comme le préconise le Conseil d'orientation des infrastructures. Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône, sera avec nous pour en parler. J-7 avant la finale du Grand Prix Autotech, l'Automobile Club de France et l'ESSEC Automobile Club s'associent pour organiser la 6e édition du Grand Prix ACF Autotech qui récompense les startups françaises et internationales les plus innovantes dans le domaine. Richard de Cabrol, organisateur du Grand Prix ACF Autotech, et Justine Bonneau, fondatrice de la startup We Do Law, une des finalistes, sera en notre compagnie. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et on le disait, réduire les émissions de CO2 liées à l'utilisation d'un véhicule utilitaire est l'un des enjeux majeurs de la transition énergétique du secteur des transports. Maxus, la marque chinoise nouvellement arrivée en France, propose une gamme de véhicules utilitaires 100% électriques. On va en parler avec notre invité Philippe Huilliard. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes directeur de Maxus Motor France. Vous êtes aussi l'importateur, je le disais tout à l'heure, de la marque Airways et distributeur de MG Moteur. Il y a donc aujourd'hui un marché de l'utilitaire en France 100% électrique. Absolument. Maxus est une marque qui est ancienne puisque c'est à l'origine une marque qui s'appelait LDV, Leyland Advance, une marque britannique qui a été créée en 1993 et qui a été reprise en 2009 par les Chinois et qui ont donc donné lieu à la création de Maxus. C'est Maxus dans le monde, ça représente 230 000 immatriculations. Ah oui, quand même. Déjà. Au sein du groupe SAIC Motors, qui lui-même représente 5,6 millions de véhicules. C'est l'un des premiers constructeurs chinois aujourd'hui. Absolument, tout à fait. C'est ça. Il est au niveau mondial au 6e rang. Vous étiez déjà présent dans 73 pays, ça fait pratiquement la moitié des pays de la planète. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour venir découvrir la douceur française? On est un peu vexés. En fait, la marque Maxus est déjà distribuée dans une dizaine de pays en Europe. Donc on ne découvre pas ces véhicules. Il y a déjà des pays comme la Grande-Bretagne, puisque c'était l'origine de la marque. Leyland, British Leyland au départ. Voilà, qui distribue ces véhicules. Donc on a déjà un retour d'expérience sur les véhicules que nous allons importer à partir du printemps. Et nous allons donc faire découvrir cette gamme de fourgons, de véhicules utilitaires légers sur deux profils, petit fourgon, grand fourgon et également châssis cabine. On va rappeler les chiffres parce que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers représentent
représentent à eux seuls 49% des émissions de CO2 du trafic routier total. Pour y pallier, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, il y a assez peu d'offres qui soient assez complètes pour réunir, en tout cas, tous les besoins des artisans et des transporteurs. Il est certain qu'en France, on est un pays de tradition véhicule utilitaire léger, puisqu'on a des constructeurs nationaux qui font très très bien leur métier. Il n'en demeure pas moins que les constructeurs chinois ont un certain nombre d'années d'avance en matière d'électricité. Et donc, il nous a paru tout à fait naturel chez Cariste France de proposer cette gamme pour simplifier et faciliter la transition énergétique auprès des professionnels. D'ailleurs, on va en parler de cette gamme dans quelques instants, si vous permettez, sûr. Philippe. Bien sûr, mais je juste vous permets de tout. dire, l'avantage peut-être des Chinois, c'est vous parliez davantage de l'électrification, mais aussi de l'innovation. On parle beaucoup d'innovation dans les voitures aujourd'hui, de technologie, et c'est vrai que vous avez un point d'avance. C'est certain, absolument. Les véhicules, ce qui nous a séduit dans la marque Maxus, c'est que ce sont des véhicules qui sont intégralement équipés d'éléments de sécurité, dans le jargon des ADAS, mais également qui intègrent dans la chaîne de production également la production des batteries, avec notamment CATL, qui est le leader en matière de fabrication de batteries. Qui sont utilisés chez d'autres constructeurs. Et donc, cette agrégation de chaînes de production et de batteries, ils l'ont compris depuis longtemps, puisque c'est ce qui a donné lieu à l'accélération de la gamme véhicule électrique chez Maxus depuis une dizaine d'années. Vous avez deux véhicules en gamme qui arrivent, le e-Deliver, on prononce le EI comme en anglais, le e-Deliver, IDE, livraison électrique 3, et le e-Deliver 9. Alors, il y a vraiment une ressemblance, un côté vintage avec un ancien modèle Leyland pour ceux qui étaient nés dans les années 70. Décrivez-les-nous, parce qu'ils existent en fourgon et en châssis cabine, et rappelez-nous ce qu'est le châssis cabine et le fourgon. Avec plaisir. Le fourgon, c'est ce que l'on voit couramment pour les livraisons du dernier kilomètre, avec notamment Intramuros, pour les livreurs. Je ne vais pas faire de publicité pour d'autres, mais on les voit partout en ville. Donc ça, c'est des fourgons qui permettent, équipés avec des protections bois ou polypropylène, de pouvoir charger des colis et des livrer à votre domicile. Pour cela, il y a des gammes qui commencent à 4,8 m3 jusqu'à plus de 12 m3 en full électrique. Donc des autonomies aussi qui vont de plus de 200 km à près de 400 km. C'est-à-dire pour une journée de livraison en ville, ça passe sans problème ? Sans problème, puisque une livraison, selon la situation des hubs de livraison, ces livreurs ont besoin de faire 100, 120, 130 km dans les grosses agglomérations. Et on recharge en combien de temps ? Parce que ça, c'est important. On recharge en charge rapide, on peut recharger 80% en 45 minutes. D'accord, ah oui. Oui. Donc, la pause déjeuner. La pause déjeuner, absolument. C'est-à-dire qu'on peut confier le véhicule à plusieurs conducteurs et recharger le véhicule sans aucun problème et augmenter l'amplitude horaire pour répondre aux besoins métiers. Philippe Huard, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt, vraiment prêt, les Français, à acheter chinois ? Alors on voit que pour les voitures de monsieur et madame tout le monde, oui, mais est-ce que les artisans, est-ce que toute cette population, il n'y a pas encore un petit hic ? Écoutez, je pense qu'il y a forcément des gens qui ont une certaine crainte, et il faut les rassurer. C'est notre mission aussi à nous. Par contre, on a été au mondial, on était présent, on a pu échanger avec beaucoup de professionnels et beaucoup de professionnels roulent déjà en électrique à titre personnel. Ils veulent franchir le pas pour leur entreprise lorsqu'ils ont 5, 6 véhicules d'une autre marque. Française ou européenne, ils veulent franchir le pas, et je crois que le blocage est en train de se lever. Il sera levé d'autant plus que l'autonomie est importante. Et la politique de prix, pardon Philippe, et la politique de prix avec peut-être un prix moins important peut-être que d'autres ? Alors on a des véhicules qui sont parfaitement bien équipés, et on a un premier prix à 36 100 € pour l'e-Deliver 3 en 4,8 m3. Alors un e-Deliver 3, c'est déjà pas mal, on peut mettre 2-3 € palettes pour les artisans, c'est des palettes 100-120, c'est ça ? C'est ça, et dans le e-Deliver 9, c'est 5 palettes 100-120, des euros palettes. Tout à fait. Donc vous avez fait ça toute votre vie, vous dites donc ? J'ai fait quelques palettes dans ma vie antérieure, vous pouvez me croire, je sais même mettre du feuillard, etc. C'est impressionnant. Il y a quand même une chose très intéressante. Non, n'exagérons pas non plus. J'ai lu un test dans la presse belge, alors là pas de problème linguistique, face à un concurrent allemand et un concurrent français, qui marque que votre grosse force, c'est la consommation. Pourquoi ? Parce que vous avez fait des tôles plus légères. Comment est-ce que vous avez fait ?
Alors, ce sont des véhicules qui sont, comme je vous le disais au début, qui sont conçus autour de la batterie et donc qui sont, construits avec des carrosseries spécifiques. Donc, ça, c'est déjà un élément important. Ce qu'on appelle du fourgon tôlé, châssis-caisse, c'est ça? Alors, le fourgon, c'est le pleine tôle, tôlé. Le châssis cabine, c'est, si vous voulez, la cabine du conducteur et un châssis sur lequel on peut rapporter soit une benne pour aller sur un chantier ou alors pour des espaces verts, ou alors mettre une caisse grand volume où on peut aller sur des e-deliver neufs, on peut aller jusqu'à 17-20 mètres cubes. Oui, ce qui est bien déjà. Donc, en parlant de garantie, parce que c'est important aussi, la garantie, on voit que certaines marques dépassent les 2 ans, on passe à 5 ans, certains vont même un peu plus loin. On en est où justement avec Maxus? On a 2 niveaux de garantie. Les garanties sur les batteries sont de 8 ans, 160 000 km sur notre gamme de véhicules. Et sur les véhicules, 5 ans, 100 000 km. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est Norauto, l'antenne de Centre Auto qui est très connue en France, qui va être votre partenaire SAV. Comment ça se passe, un partenariat avec une enseigne de Centre Auto qui appartient à un groupe d'hypermarchés? Alors d'abord, ce que je voulais dire aussi, c'est que chez Cariste France, certes, on importe des véhicules chinois pour faciliter la transition énergétique et la mobilité pour tous, pour les professionnels. Mais ce que l'on voulait aussi dire, c'est que tous nos services sont des services 100% français. Et avec Norauto, on a retrouvé un ADN commun avec notre stratégie de développement pour pouvoir accélérer et rassurer nos professionnels au plus près de leurs besoins en termes d'entretien. Il faut savoir que Norauto travaille auprès des professionnels depuis une vingtaine d'années et travaille à une vraie stratégie également de se développer sur l'électrique depuis une dizaine d'années. Et donc, il nous a paru tout à fait naturel de s'approcher d'eux. Il faut savoir qu'ils ont déjà ils ont commencé à mener des expériences avec un certain nombre de leasers, de sociétés de location longue durée qui travaillent auprès de professionnels. Et donc, tout naturellement, on a embrayé de cette façon-là. Est-ce qu'il y a de la reprise chez vous? Est-ce qu'un artisan vient chez vous en disant bah voilà, moi j'ai une vieille camionnette? Est-ce qu'il y a de la reprise? On n'a pas démarré la commercialisation, on va le faire bientôt, mais bien sûr, on va pouvoir faire de la reprise. Même en thermique? On va faire de la remise, de la reprise en thermique aussi. Absolument, bien sûr. Et du délai de livraison, parce que ça c'est important. C'est une question essentielle. Vous venez pas à pied de Chine, j'imagine? On a déjà commandé près de 700 véhicules qui sont en train d'arriver. On a prévu de commander à peu 1500 véhicules et ce chiffre devrait doubler sur l'année suivante. Sur l'année avant la fin de l'année 2023. Oui. D'accord. Donc on va pouvoir être en mesure dès le mois de juin de fournir des véhicules comme on dit, livraison immédiate. Clé en main. Et vous allez mettre en place un réseau de quoi? De succursales, de concessionnaires? Comment ça va se passer? Alors on va d'abord démarrer notre déploiement sur l'Île-de-France au sens large, puisqu'on a des véhicules qui ont la chance de pouvoir faire près de 400 km en autonomie. Donc ça c'est quand même une performance. Ça fait quasi Paris-Lyon. Alors, il faudra une recharge au milieu. Ça fait 450 par disons que la mobilité électrique nécessite une organisation du déplacement qui est différente du véhicule thermique, il faut bien le dire. Et c'est aussi en ça qu'on va accompagner les professionnels avec des solutions de recharge à mettre en place en fonction de leurs besoins. Vous me posiez la question de notre réseau. Oui. Notre réseau, on va avoir des points de vente en propre qu'on va avoir prochainement sur l'Île-de-France. Donc des succursales. Des succursales. Et on va les compléter avec des réseaux partenaires de concessionnaires, avec des contrats de concession. On a déjà un certain nombre de groupes de concessions qui frappent à la porte, qui sont très intéressés par nos produits. Et quels sont les objectifs ? Les objectifs pour l'instant, c'est de réussir la qualité, de tenir la promesse sur la qualité de service pour ensuite pouvoir monter en volume. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Maxus. J'imagine qu'il y a un site internet où on peut aller. Alors, absolument, il y a un site internet qui va être renouvelé d'ici la fin du mois d'avril, qui va être modernisé. N'y allez pas tout de suite alors, attendez. Non, il y a un site, mais qui est un peu ancien, mais qui va se moderniser prochainement. Merci beaucoup Philippe Villiard d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Directeur de Maxus Motor France, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va vous parler d'un nouveau métier qui s'ouvre. Vous savez ce qu'est le rétrofit ou pas? Eh ben, on va vous expliquer ça dans un instant. Ça nous concerne tous et on parle d'électrification aussi. C'est l'un des nouveaux métiers de chez Mobiliance. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et elle roule la France avec nous parce que Sud Radio aime l'automobile et l'automobile décarbonée, bien entendu, et toute forme d'automobile. Et on va parler de cette décarbonation. Et c'est avec nos amis de chez Mobiliance. Damien Pichereau est avec nous, directeur de la communication et des affaires publiques de Rêve Mobility. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio avec ce nouveau métier, ce qu'on appelle le rétrofit. Alors ça semble un petit peu barbare pour ceux qui nous écoutent, mais c'est l'avenir de l'automobile puisque à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour ces voitures thermiques. Que va-t-on en faire ? On a des solutions avec le rétrofit. Tout à fait, on a des solutions. En fait, on part d'un constat, c'est que on a des dizaines de millions de véhicules en France qui polluent, qui consomment du carburant, qui font du bruit, et tout ça finalement, c'est qu'un seul défaut, c'est leur moteur. Le reste, c'est des véhicules qui sont bien entretenus, qui, globalement, en tout cas, bien entretenus aujourd'hui, qui ont des châssis qui maintenant sont extrêmement résistants, dont les gens prennent soin. Et donc, on se dit que pourquoi pas changer le moteur thermique par un moteur électrique avec des batteries et conserver la caisse du véhicule pour diminuer l'investissement et diminuer le coût pour passer à l'électrique, qui a un coût qui est extrêmement élevé aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis de Philippe David. On va m'électrifier. Une question dans... Bientôt on rétrofitera peut-être Philippe David. Merci beaucoup. Vous me préviendrez du voltage. Question, est-ce que quand on fait le rétrofitage, je ne sais pas si c'est français ou le rétrofitting, je ne sais pas comment vous dites, d'une voiture, le rétrofit, voilà. Ça va être plus court. Est-ce que c'est toujours économiquement intéressant ? Parce que je vous prends un exemple. Vous avez une Twingo, une petite voiture de ville qui n'est plus critère ZFE, qu'il faut changer. Zone à faible émission. Quand vous voyez le prix, est-ce que c'est toujours économiquement rentable de rétrofiter, là j'ai créé le verbe du premier groupe, un véhicule ? Oui, alors on est en général 2 fois moins cher que le véhicule neuf électrique équivalent. Si on prend l'exemple du véhicule particulier, le gouvernement a lancé une consultation en novembre dernier pour justement combler ce qu'il jugeait comme étant une faille de marché. Beaucoup d'entreprises du rétrofit ont travaillé notamment sur les utilitaires, sur les véhicules lourds, sur les véhicules anciens parfois également, et aussi sur le 2 roues, mais sur le véhicule particulier, on n'avait pas forcément aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui s'étaient engagées. Donc pour répondre à cette consultation, le gouvernement fera des annonces dans les jours et les semaines à venir. Pour garder une vraie compétitivité, nous, on demande simplement à avoir les mêmes aides que le véhicule neuf, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez avoir un bonus pour un véhicule qui est produit en dehors d'Europe, pour ne pas dire où, et nous qui faisons nos véhicules en France, qui préservons l'emploi français, qui préservons l'industrie française, on n'a pas le droit à ce même bonus. On a une prime à la conversion, mais on n'a pas le droit au bonus, qui est un peu aberrant, et donc on demande à avoir notamment les mêmes aides à l'acquisition que le véhicule neuf, ce qui semble logique. Ça donnerait quoi ? C'est-à-dire, si on se projette dans l'avenir avec ces aides, ça donnerait quoi financièrement ? On pourrait descendre largement en dessous de 15 000 euros, probablement aux alentours de 10 000 euros sur du véhicule particulier, ce qui derrière permet quand même d'être 2 fois moins cher, voire même un peu plus que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Est-ce que c'est une... Enfin, pardon, je suis sûr que votre question est plus intéressante que la mienne. Mais non, mais allez-y. Et est-ce que même les véhicules utilitaires sont rétrofitables, puisqu'on a un représentant des véhicules utilitaires Maxus avec nous ? Oui, tout à fait. Tous les véhicules utilitaires sont rétrofitables. Alors, il y a un processus évidemment d'homologation derrière, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas comme dans certains pays anglo-saxons où, comme je dis souvent, on pourrait mettre un moteur de machine à laver sur une baignoire et pouvoir la faire rouler sur route. Nous, on a des normes de sécurité à respecter derrière. On ne fait pas n'importe quoi, et donc on a beaucoup de constructeurs aujourd'hui en termes de rétrofit qui sont en cours d'homologation pour des véhicules qui vont arriver en fin d'année. Et on est complémentaire au neuf. En fait, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas de neuf, on est simplement en train de dire qu'au rythme où on va en termes d'électrification, appelle la transition, on ne répondra pas à nos objectifs. Juste une dernière petite question, est-ce que finalement les spécialistes du rétrofit, est-ce que le maillage territorial est suffisamment large aujourd'hui pour accueillir tout le monde ? Et est-ce qu'il y a un label de qualité pour le rétrofit ? J'en remets une petite louche. Alors, 2 questions. La première, sur le maillage territorial, il est en cours de construction. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'entreprise que je représente, qui est Rêve Mobilities, on est en train aujourd'hui de créer ce maillage territorial avec des installateurs dont on souhaite avoir un installateur par région dans un premier temps pour des questions
qualité également, qui seront agréés et par nous et par l'UTAC, qui est l'organisme certificateur. Donc, on a un véritable agrément et encore une fois, on ne fait pas n'importe quoi. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir le même niveau de qualité qu'un constructeur traditionnel et le même niveau de suivi de process et de suivi de qualité et aussi de SAV derrière. Donc, tout ça, c'est un maillage qui est en train de se créer. Et par exemple, nous avons signé avec un grand centre auto d'Île-de-France qui s'appelle Autobax, qui est un des plus grands centres auto au monde, de par sa présence notamment au Japon. Donc, c'est un réseau qui est en cours de construction, qui va se dévoiler. Je pense que d'ici septembre-octobre, on aura une bonne visibilité sur le réseau d'installateurs. Ensuite, quant au label, alors c'est assez drôle parce que nous, on a aussi une vision qui est très européenne et très internationale. La France est finalement en avance en termes de réglementation. C'est-à-dire qu'on va plus loin que tout le monde. On est mieux disant en termes de batteries, notamment, qui doivent respecter une réglementation que ne respectent même pas les véhicules neufs, qui est la réglementation R100 révision 2 pour protéger du feu et des chocs. On doit respecter un certain nombre de normes de sécurité qui sont extrêmement drastiques, et ce qui fait que finalement, la vision à l'international du rétrofit à la française fait qu'un véhicule qui est déjà homologué France UTAC, c'est déjà un label de qualité finalement. Très bien. Donc on n'a pas besoin de label supplémentaire, l'UTAC nous le délivre déjà en quelque sorte. Donc on n'a plus qu'à attendre les aides. Merci Moi, beaucoup. je vous laisse, je vais me faire rétrofiter par notre ami Damien Pichot. Il y a du travail, vous inquiétez pas. Mais là, il en a pour des mois. J'ai peur que financièrement, ça ne serve à rien. Damien Pichot, merci d'avoir été avec nous, directeur de la communication et des affaires publiques de Rêve Mobility. Vous restez avec nous dans un instant. On va reparler de la ligne Lyon-Turin. Des parlementaires français s'engagent avec ce projet qui est pour l'instant un petit peu ralenti. 60 parlementaires ont donc lancé un appel mercredi au président de la République pour accélérer la construction de ces voies d'accès au tunnel ferroviaire qui relie ces deux villes. On en parle dans un instant. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Vous aimez l'automobile, ça tombe bien. Nous aussi. Nous aussi, c'est très bien. C'est pas mal, c'est beau, je trouve. Nous aussi, c'est beau. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Alors, c'est parfois un petit peu pénible pour moi, mais en tout cas, pour lui, c'est génial. Mais ça l'est beaucoup pour moi. Et 60 députés et sénateurs de droite et de gauche se sont unis ce mercredi pour appeler le président à lever les obstacles politico-administratifs dans le projet Lyon-Turin. Pour en parler, sénateur Étienne Blanc, LR du Rhône. Sénateur, bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, pour nos auditeurs qu'on comprenne bien, en quoi consiste ce Lyon-Turin exactement ? Alors, il s'agit de relier par un réseau ferroviaire, par des voies nouvelles, l'agglomération lyonnaise avec l'agglomération de Turin, Piémont, et donc de réaliser sous les Alpes un tunnel qui est actuellement en cours de percement d'environ 57 km de long, un des plus grands tunnels d'Europe. En tout cas aujourd'hui, c'est un des plus gros chantiers d'Europe. Donc ça, c'est un tunnel qui sera livré et les travaux seront achevés en 2032. Et puis, il s'agit aussi, et c'est dans le même projet financé par l'Europe et qui fait partie de l'accord avec l'Italie, de réaliser ce que l'on appelle les voies d'accès. C'est-à-dire ce qui permet d'amener des trains dans ce tunnel. Plus il y aura de trains, plus cet investissement sous les Alpes sera utile. Et plus il sera amorti facilement par les droits qui seront versés par les entreprises qui font traverser des trains. Sénateur, c'est un projet, juste pardon pour nos auditeurs, c'est un projet qui date quand même des années 90. C'est un chantier énorme. C'était un projet prioritaire il y a 30 ans, en 94. Alors pourquoi n'est-il pas fini 30 ans plus tard ? Parce que prioritaire il y a 30 ans... Le tunnel est en cours de percement. Ce sont des chantiers absolument gigantesques, avec des conséquences qui sont énormes. Il ne faut pas nier aussi qu'il y a eu côté français des arbitrages qui n'ont pas été favorables au percement de ce tunnel. Et il y a eu un peu aussi la même chose en Italie, où à une époque, le mouvement 5 étoiles a contesté le tunnel, donc il y a eu une nouvelle étude. Mais aujourd'hui, le cas et la situation du tunnel est réglée. C'est-à-dire que ce tunnel va se percer. En revanche, la difficulté que nous connaissons côté français, c'est le lancement de ce que l'on appelle les voies d'accès. Une voie qui permettra d'acheminer les trains
entre Lyon et l'entrée du tunnel. Alors, le Conseil d'orientation des infrastructures, c'est un comité, une agence publique française, a recommandé le mois dernier, donc c'est très récent, de repousser au mieux à 2045 l'ouverture de la liaison ferroviaire et des parlementaires, dont vous, ruent dans les brancards. Alors, est-ce que vous avez espéré être écouté par les pouvoirs publics? Parce que, après, vous me passerez l'expression, mais c'est le politique qui dirige, c'est plus le Conseil d'orientation des infrastructures. Alors, le Conseil d'orientation des infrastructures, c'est un conseil qui donne des conseils, comme son nom l'indique. Le politique décide. Et ça sera au politique de décider. Oui, hélas, on connaît les choses. Malheureusement, trop souvent, le politique est sujet au conseil. Il ne considère pas cela que comme des conseils. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus avec une 60aine de parlementaires et que nous avons présenté hier notre argumentation pour amener le président de la République à prendre une décision simple, lancer les études qui permettent de réaliser cette voie d'accès. Le tunnel, c'est réglé. En 2032, il sera réceptionné. Mais imaginez la situation d'un tunnel réceptionné. Il aura coûté, grosso modo, quand les travaux seront achevés, entre 8 et 9 milliards d'euros. Un tunnel qui ne sera pas relié suffisamment à des voies d'accès, c'est-à-dire qui ne sera pas suffisamment fonctionnel. C'est-à-dire on risque, si on suit l'avis du COI, on risque de ne pas être au rendez-vous de la livraison de ce tunnel et, ce faisant, de violer les traités que nous avons passés avec les Italiens et surtout de violer nos engagements vis-à-vis de l'Europe. Parce que sur l'ensemble de ce chantier, qui coûtera grosso modo avec les voies d'accès au tunnel entre 18 et 20 milliards, l'Europe en finance 50%. L'Italie en finance un quart et nous, le dernier quart. Imaginez la situation ubuesque où nous serions amenés à dire à l'Europe, les Italiens, eux, ils ont respecté leurs engagements. Mais nous, Français, finalement, on va attendre 2045 pour les respecter. C'est pour cela que nous attirons l'attention de l'exécutif sur l'invraisemblance d'une décision de cette nature. Sénateur, l'importance de ce tunnel, finalement, c'est de fluidifier. C'est quoi? Quel est l'intérêt pour la France et quel est l'intérêt pour l'Italie? Alors, aujourd'hui, quand vous regardez une carte de l'Europe, la liaison ferroviaire entre l'Espagne et l'Europe de l'Est, puisque le projet c'est d'aller jusqu'à Kiev, cette liaison aujourd'hui, elle est quasiment achevée dans toute l'Europe. Il manque un maillon, c'est la traversée des Alpes. Ça veut dire, pour être clair, que les marchandises et le fret qui traversent les Alpes, aujourd'hui, traversent en poids lourd. Ce sont des milliers de poids lourds qui traversent le tunnel du Mont Blanc ou le tunnel du Mont Cenis. Ça cause des dégâts majeurs à la faune et à la flore, dans le massif alpin. Ça, c'est la première raison. Terminer ce maillage européen. La deuxième raison, c'est que l'Italie du Nord, que ce soit Milan ou Turin, sont parmi les premiers partenaires économiques, en tout cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tradition immémoriale. Nous sommes très très proches de ces deux régions. Donc l'intérêt pour l'Italie, c'est de se connecter évidemment au reste de l'Europe, intérêt identique pour la France, et l'intérêt de l'Europe, c'est de terminer ce maillage qui est absolument essentiel pour la cohésion du réseau ferroviaire européen. Et c'est important, j'imagine, pour la ville de Lyon, j'imagine que pour la région aussi, Rhône-Alpes, de faire pouvoir... Enfin, on parle de tourisme, on parle de plein de choses, donc forcément, ça va renforcer aussi cette région. Évidemment, aujourd'hui, être à l'écart des grands flux européens, ça n'est pas une vision d'avenir. Et puis surtout, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, accueillir autant de trafic ferroviaire, routier, qui peut aujourd'hui être remplacé par un trafic ferroviaire si les infrastructures sont réalisées, si elles sont fonctionnelles, c'est une ineptie. En tout cas, pour notre région, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Puis je vais dire autre chose. C'est très important pour la France. Le président de la République est allé à un sommet franco-italien à Naples. Il a réitéré l'accord de la France pour réaliser ces investissements et pour respecter des traités internationaux. Eh bien, ne pas respecter sa parole, pour un grand pays, pour une grande puissance comme la France, ça serait une image catastrophique. Surtout en ce moment. Imaginez une Italie qui, elle, est au rendez-vous. Et une France qui ne le serait pas. Étienne Blanc, ce train, il sera consacré au ferroviaire. Ce seront uniquement des trains de marchandises ou également des trains de voyageurs? Non, c'est marchandises et voyageurs. Et voyageurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Sur les voyageurs, c'est l'échange économique plus facile
entre la France et l'Italie. Pour le reste, pour le fret, c'est une réponse à la question de la pollution et c'est une réponse importante là aussi au développement économique. Imaginez, connecté au réseau européen grande vitesse, les conséquences que cela peut avoir pour l'Italie du Nord, mais pour nous aussi. Et c'est sur le plan économique, c'est sur le plan commercial, et puis je le redis, c'est aussi sur le plan environnemental. Il y a quelque chose d'invraisemblable dans notre région. Et vous savez que la ville de Lyon est aujourd'hui dirigée par une alliance extrême gauche et vert. Les Verts sont contre. C'est sans doute le seul réseau ferroviaire auquel les Verts s'opposent. Ah, c'est fou. Ils rouspètent, ils manifestent, ils stigmatisent les pollutions des vallées alpines. Quand on apporte une réponse avec du ferroviaire, ils disent non, finalement, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, il ne faut pas le faire. Et c'est une ineptie. Politiquement, c'est invraisemblable. Étienne Blanc, vous êtes sénateur. Comment expliquez-vous le retard de la France en termes de ferroutage? Parce que quand on prend l'autoroute, il y a des camions, des 38 tonnes partout. Et ce qui viennent souvent, malheureusement, avec des chauffeurs estoniens, roumains ou tchèques. Est-ce que là, ce ne serait pas une bonne manière de mettre un coup de booster au ferroutage? Parce que rappelons, vos émissions de CO2, c'est pratiquement la moitié le transport routier, notamment des poids lourds. Bien sûr. C'est 30%, un peu plus de 30%. Mais vous posez la très très bonne question. Ah zut, je voulais la poser. Alors, mais je me permets de vous le dire. En tout cas, c'est une question que j'aime bien entendre. Pourquoi est-ce que la France n'est pas au rendez-vous sur un certain nombre de dossiers? Vous savez, moi j'ai été maire d'une commune que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la commune de Divonne-les-Bains, qui est sur la frontière suisse. Bien sûr. Bien sûr. J'ai beaucoup travaillé j'ai été maire pendant 28 ans. J'ai beaucoup travaillé avec les Suisses. Contrairement aux politiques français, la Suisse, quand elle annonce, quand elle décide, elle fait. Mais quand elle annonce, elle a pris toutes les précautions pour pouvoir respecter son engagement vis-à-vis de la population ou vis-à-vis de ses partenaires. C'est-à-dire, quand elle annonce, elle a financé, elle a techniquement fait ses choix. Et après, il y a une force politique qui appuie la décision. La France, c'est tout l'inverse. On annonce à tort et à travers. On a des ministres qui se déplacent, qui promettent des TGV, des canaux, des routes, des autoroutes, dans une situation financière, budgétaire pour la France qui est absolument dramatique. Mais la France, elle refuse de faire ce qu'ont fait les Suisses. Les Suisses, ils ont mis une taxe à l'essieu. Aujourd'hui, ce sont les camions qui payent les infrastructures qui ont été faites par les Suisses. 3 tunnels sous les Alpes, un système ferroviaire remarquable et un système de fret absolument remarquable. La France serait bien inspirée de comprendre ce qui se passe et de copier ce système. Merci. Et à un moment, il faudra financer. Le gouvernement vient d'annoncer 100 milliards d'investissements sur le réseau ferroviaire. Il ne nous parle pas des financements. Dans une France qui a de la peine à boucler ses budgets et qui est sous les yeux, sous l'angle budgétaire, d'une Europe particulièrement inquiète. Voilà la grande différence. Merci beaucoup, sénateur Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône. Merci, on suivra bien entendu ce dossier. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur un prix qu'on aime beaucoup. Vous le savez, ça s'appelle, c'est le prix de l'Automobile Club et de l'ESSEC Automobile Club. Ça s'appelle le Grand Prix ACF Autotech, avec des innovations, des start-up et avec une jeune femme qui est extrêmement étonnante, qui est une des 6 lauréates qui est avec nous ce soir. Ah bon? Ah oui, vous êtes étonnant. Vous pouvez l'écrire à ma mère? Merci. Vous restez avec Madame. nous. On en parle, on est avec eux, on en parle dans quelques instants. Vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Il y a ceux qui font rouler la France et puis il y a ceux qui imaginent des choses dingues, des choses incroyables. Il y a des têtes pensantes dans ce pays qui sont assez extraordinaires. C'est J-7 donc pour cette 6e édition du Grand Prix ACF Autotech qui récompense des startups françaises et internationales les plus innovantes dans le domaine. Richard de Cabrol est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, organisateur du Grand Prix ACF Autotech, et Justine Bonneau aussi, fondatrice de la startup We Do Low, l'une des 6 lauréates. On va, en tout cas, j'espère, je ne sais pas si elle va gagner ou pas. Rappelez-nous, en tout cas, dans les grandes lignes, Richard de Cabrol, forcément, ce prix est destiné à récompenser, on le dit, la technologie, l'innovation, les cerveaux aujourd'hui qui vont transformer la France, en tout cas. Oui, le Grand Prix ACF Autotech en fait se déroule depuis maintenant 6 ans pour récompenser les startups qui innovent dans l'automobile, donc la conception, la fabrication, l'usage et la commercialisation de l'automobile.
Et en fait, donc cet événement se termine finalement par une grande finale où les gagnants sont choisis en direct. On ne les choisit pas avant, parce que souvent on les choisit avant, et ben là c'est pendant. Et on en a fait un rendez-vous un peu grand public diffusé avec un setup local pour permettre à tout le monde de le regarder, puisque c'est avant tout aussi un divertissement. Est-ce qu'il y a énormément de pépites? J'imagine qu'il y a beaucoup de dossiers rentrants sur l'innovation, la technologie, surtout maintenant. Il y a 10 ans, un petit peu moins, mais aujourd'hui, ça fourmille. Est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de start-up qui sont d'abord viables et est-ce que l'imagination française est à la pointe? Alors oui, on peut le dire cette année. L'année dernière, on a eu beaucoup de start-up internationales en finale. Cette année, on a eu tout autant de start-up candidates à l'international, voire même un peu plus, puisqu'on est passé de 49 à 51%. Et pourtant, nous n'avons qu'une start-up américaine en finale sur 6, ça veut dire 5 françaises sur 6. Donc ça veut dire que finalement, on a réussi à faire émerger des pépites françaises. Là où à un moment, j'avais quand même la suggestion l'année dernière de faire un prix spécifique français pour peut-être faire une espèce de réserve d'Indiens pour essayer de protéger nos start-up françaises. Mais finalement, non, on voit qu'elles se défendent. Nationale. Vous avez rangé votre chapeau à plumes. Mais tout à fait. J'ai voulu venir sobre. Avec nous, une grande chef, vous permettez qu'on vous appelle comme ça, de start-up pour rester dans la métaphore indienne. Bonsoir Justine Bonneau, vous êtes fondatrice de la start-up Ouidoulo, une des finalistes pour le prix Pionnier, donc les jeunes start-up. Alors racontez-nous ce que vous faites sur la consommation des logiciels, c'est extraordinaire. Moi je suis fan, absolue. Alors en fait, ce qu'on propose chez Ouidoulo, ce sont des outils logiciels pour les développeurs d'applications logicielles. Donc du logiciel, il y en a partout, notamment dans les voitures, mais aussi les véhicules hors route. Il y en a vraiment partout. Les téléphones portables. Les téléphones portables. C'est très différent. Attention, on parle de logiciel, pas un logiciel qu'on peut installer sur notre... Mais vraiment tout ce qui va permettre de faire du traitement de signal pour vous donner des informations à bord de votre véhicule, par exemple. Et nous, en fait, nos outils, l'objectif, c'est de pouvoir guider le développeur pendant qu'il conçoit son application, de manière à lui indiquer si certaines zones de son logiciel gagneraient à être modifiées pour obtenir en fait des améliorations sur la performance ou sur l'efficience pour parler de consommation d'énergie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, donc, quand on regarde son téléphone, quand on regarde tout ce qu'on consomme au quotidien, on peut baisser l'énergie de combien? Est-ce qu'il y a une moyenne qui est faite ou est-ce que comment vous travaillez? C'est-à-dire, j'imagine que vous faites des audits pour des clients, par exemple. Tout à fait. Après, c'est très variable. Ça dépend beaucoup des applications, bien sûr, mais aussi des processeurs qui sont mis en jeu, puisque nous, en fait, toute peut-être l'innovation ou en tout cas notre expertise, c'est de proposer des modifications pour coller au mieux au processeur qui va être utilisé. Donc ça va pas être des optimisations qui vont être génériques, qui vont marcher de façon universelle, mais c'est plutôt d'aller regarder le matériel sur lequel on doit porter notre code et de proposer des modifications pour qu'il colle au mieux en fait au processeur. En termes de gains, par exemple sur du traitement du signal qui est effectué par un robot en sous-marin, on a obtenu une réduction de 60% de la consommation d'énergie sur ce robot. C'est beaucoup. Et ça dépend beaucoup. Ça peut aussi être des gains sur l'aspect taille mémoire du code, mais aussi sur le temps d'exécution. Mais c'est une révolution, Richard. Mais c'est une révolution parmi d'autres, mais je ne peux pas trop me prononcer sur une sur Non, mais c'était une révolution parmi d'autres. Mais effectivement, c'est très impressionnant. C'est bien de dire parmi d'autres, parce que on a dit qu'il y a 6 lauréats. On va expliquer quand même les autres. C'est important d'en parler. Il y a Nodar Sensor. Alors là, pour le coup, c'est l'américain. On va en parler quand même. The only one. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle des stéréocaméras qui permettent en fait de concurrencer le lidar. Le lidar, c'est ce dont parlait Philippe tout à l'heure. Donc tout ce qui sert par rapport aux ADAS, et notamment le lidar est très cher, là où Nodar arrive finalement à faire pour que les gens comprennent, le lidar, c'est toute l'intelligence de la voiture en fait. C'est toute l'intelligence qui peut capter finalement l'environnement de la voiture, autour de la voiture, les obstacles, les passants, les piétons, et qui permet justement d'avoir de la sécurité. Donc là, ce serait diminuer le coût pour rendre cette technologie plus accessible et voir plus loin, puisque cette technologie de Nodar voit plus loin que le lidar. Les autres, il y a Mbodme, rapidement. Alors Mbodme, c'est ce qu'on appelle du touchless surface. C'est en gros, on ne touche pas la surface pour interagir avec elle. Et donc effectivement, ça peut. C'est ce que faisait Jean-Michel Jarre, par exemple, avec ses cordes. Il approchait. Des clients, il utilise Mbodme pour justement faire de la musique électronique. Et ces applications, c'est multiple. On peut changer l'environnement de bord du véhicule avec. On peut ouvrir sa portière simplement en passant la main devant. C'est formidable. On peut interagir avec l'ordinateur de bord aussi sans se pencher, en quittant finalement du regard la route. Honnêtement, c'est une révolution. On parle aussi de
cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. D'autant plus avec toutes ces startups connectées qu'on voit autour dans le concours, ça fragilise la voiture, il faut la renforcer. Et Cetrac, effectivement, apporte des solutions issues de la défense. Donc là, on connecte deux environnements. Il y a aussi Lines Manufacturing. Oui, là c'est de l'innovation en impression 3D. Donc finalement fabriquer une pièce à partir d'une seule matière dans un système automatique. Et avec donc Lines, en fait, ils arrivent à fabriquer des pièces toujours plus grosses et toujours plus rapidement. Et ça, c'est un vrai enjeu dans le manufacturing. Et puis la start-up pour l'électrification des flottes automobiles. Alors ça, on est en plein dedans. Hein. Là, on est vraiment dans la tendance. Alors ça a toujours été finalement un sujet permanent, mais Nelson arrive potentiellement à faire mieux que ses concurrents en utilisant des données des entreprises pour vraiment les conseiller au plus proche de leurs besoins pour passer à l'électrique. Donc c'est vrai que là, il nous avait plutôt impressionné sur ce point et ça résout toujours ces problèmes environnementaux auxquels le Grand Prix est très cher avec une mention dédiée. En tout cas, si on est passionné d'innovation, c'est là qu'il faut être dans 7 jours. Mais tout à fait. Alors effectivement, la salle est pleine, mais pour suivre l'événement à distance, donc sur notre chaîne YouTube, eh bien on a installé quand même 3 caméras sur place. Vous ne suivrez pas un zoom tout à fait ennuyeux. Et en plus, l'animateur est très drôle et plus drôle potentiellement que ceux qui présentent, qui veut être mon associé. Donc voilà. Plus drôle que nous. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il soit plus drôle que nous. Simon, vous l'embaucherez après. D'accord. D'accord. Et je tiens à rappeler quand même qu'on parle toujours d'innovation, d'ingénieurs de tech. On dit toujours que c'est masculin. Là, il y a 2 femmes. Et c'est important de le dire. Et on a récompensé depuis le début du Grand Prix 3 femmes. Et voilà, merci beaucoup. Merci, ça s'appelle le Grand Prix ACF Autotech. Je vous conseille bien sûr de regarder parce que c'est passionnant et puis ça va nous ouvrir des horizons. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été avec nous ce soir. On a encore appris plein de choses. On a fait avancer les choses. On ne se retrouve pas demain. On ne se retrouve pas lundi. Prenez quelques jours de vacances. Oui, c'est ça. Si je dis que je vais vous manquer. Non. J'étais sûr de la réponse. Non, pas du tout. Ne me demandez pas de carte postale, de rien, je vous enverrai rien du tout. Merci en tout cas, Philippe. Je vous laisse avec ma remplaçante Stéphanie Demerus. Oui, à partir de lundi, demain, je serai tout seul aux commandes. Alors il va falloir que je prenne le manche, comme un pilote de ligne, sans permis. Sans permis, c'est ça exactement. Mais tout de suite, on va parler de votre argent avec Conseil de famille. On vous souhaite de bonnes vacances, Cécile, bien méritées. Et dans le Loft Music, notre ami Yvan Cujus reçoit Yves Jamais, Sylvain Gontard et Denis Manco. Et merci à notre équipe Sud Radio en coulisses. Merci Lucille, merci Aude, merci Justine et merci Aurore. Et on vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent aussi. Bonnes vacances pour vous. Et puis à demain pour vous à 17h. Dans une semaine, salut. Allez, au revoir.